Bonjour à toutes et tous. Enchanté d'être avec vous ce matin pour ce webinaire donc, qui va être consacré au sujet de guichets uniques et des feux. On aurait pu mettre un pluriel dans le titre, dans le sens où peut-être qu'il n'y a pas finalement un seul guichet unique, ni même une seule manière d'aborder la question des guichets uniques dans les ZFE. Et ça va être un petit peu l'objet de la discussion qu'on aimerait avoir avec vous ce matin, euh, où au cours de cet échange, on aura l'occasion de revenir à la fois sur notre compréhension du contexte des ZFE et du besoin de guichets uniques dans le contexte spécifique des ZFE, et puis d'ouvrir un débat sur différentes manières de mettre en œuvre des guichets uniques ZFE, pourquoi faire, de quelle façon. On a un peu notre idée sur le sujet qui vient à la fois de travaux qu'on a pu mener récemment, pilotés par ma collègue Marguerite qui s'est connectée ce matin, et aussi issu de notre expérience sur les sujets de guichet unique et de guichet d'aide en particulier. Ce sera peut-être la dernière partie. Et au-delà de partager comment nous, on perçoit le sujet, passer l'occasion d'un échange avec vous sur comment, soit vous l'abordez d'ores et déjà en termes de pratique, comment vous l'envisagez, comment vous l'imagineriez ou le souhaiteriez, aussi bien sur le pourquoi faire que le comment faire. Donc c'est ça qu'on vous propose ce matin comme programme sur 1 heure. Euh, je vais démarrer par une courte présentation quand même de qui on est à la Fabrique des Mobilités, puisque à la fois je connais plusieurs d'entre vous, mais on ne connaît pas forcément tout le monde. Donc je pense que c'est utile que je resitue au moins le contexte de ce qu'est la Fabrique des Mobilités. Moi, je suis directeur des projets à Fabrique des Mobilités, euh, et, et on est une équipe de 8 personnes, voilà, sur laquelle je vais revenir. La Fabrique des Mobilités, c'est une association qui, depuis 2015, organise des coopérations, souvent dans la durée, entre des acteurs qui sont hétérogènes, c'est-à-dire des acteurs publics et privés, des acteurs industriels, des startups, des opérateurs de mobilité, des opérateurs de transport, donc une grande diversité d'acteurs. Et notre focus, ce sur quoi on se concentre, c'est tous les sujets de mobilité décarbonée, donc de transition associée aux mobilités décarbonées. La manière de faire qui est vraiment peut-être propre à la Fabrique des Mobilités, pour laquelle on est parfois reconnu, c'est vraiment les logiques d'open source, de ressources partagées, de services partagés, c'est-à-dire vraiment toutes les formes de coopération qui sortent quelque part d'un champ, voilà, concurrentiel. Donc, nous, on travaille uniquement sur des projets qui associent des acteurs entre eux, qui souhaitent avoir des formes de coopération ouvertes, qui vont produire de la connaissance, qui vont produire peut-être de la donnée, qui vont produire des outils ou des véhicules, mais qui sont en tout cas utilisés par tout le monde. C'est l'aspect essentiel du travail de la fabrique, c'est quelque part les seuls types de projets, de sujets sur lesquels on est en mesure de se positionner. Très brièvement, on est une équipe de 8 personnes. Donc l'association a été créée formellement en 2017, mais le mouvement il a commencé en 2015 autour de l'ADEME, d'industriels, de collectivités locales. Aujourd'hui, il y a d'autres fabriques, fabriques de mobilité, hein. Il y a des fabriques de la logistique, des énergies, de la santé, donc dans d'autres domaines qui, peu ou prou, chacune à leur façon, suit un petit peu les mêmes logiques, à la fois de transition, de décarbonation et aussi de travail sur des sujets de coopération verte. Sans rentrer dans le détail, voilà, nos actions, elles sont souvent en amont des projets, c'est-à-dire quand les projets sont émergents, quand les sujets sont nouveaux, quand les choses ne sont pas forcément stables pour tout le monde en termes de compréhension de la bonne manière de faire, quand nous-mêmes, on ne sait pas forcément comment il faut faire. Et nous, notre rôle, c'est souvent de travailler avec les uns les autres pour aider tout le monde à mieux comprendre ce qu'il en est de telle tendance, de tel nouveau sujet, de tel nouveau problème, parfois d'accompagner des choses, des projets concrets pour expérimenter ou pour mettre en œuvre des solutions, et puis éventuellement accompagner la pérennisation de solutions avant qu'elles, quelque part, prennent leur envol et volent de leurs propres ailes une fois qu'elles peuvent s'industrialiser ou se pérenniser. J'en dirais pas forcément plus voilà, de la fabrique des mobilités pour pas prendre plus de temps, mais c'est aussi pour situer le contexte de la manière dont on aborde un sujet comme les ZFE. Les ZFE, pour nous, c'est un sujet qui est un sujet d'actualité de la politique publique, de l'action
des collectivités, qui est très lié à d'autres préoccupations qu'on peut avoir dans le domaine des mobilités. C'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de faire des présentations plus détaillées la semaine prochaine et courant juillet, puisque Marguerite Grandjean publiera un rapport réalisé par la Fabrique des mobilités en partenariat avec d'autres associations, notamment Respire, à partir de la semaine prochaine. Donc, je ne vais évidemment pas faire l'ensemble de cette présentation, mais c'est pour illustrer que c'est un sujet qu'on a eu l'occasion de traiter en discutant avec certains d'entre vous et de travailler au cours des derniers mois, qu'on aborde comme étant un sujet qui, voilà, en cet instant, est d'importance dans le monde des mobilités, dans l'action publique et même qui préoccupe les acteurs privés aussi, sur lequel nous on peut faire le lien avec donc d'autres thématiques de décarbonation. C'était pas l'objet initial des ZFE, qui nécessite aussi un certain degré de coopération et de coordination entre beaucoup d'acteurs. Des coordinations qui sont parfois déjà existantes, des coordinations qui sont un peu nouvelles, parfois entre des acteurs qui, pour le coup, sur le système des ZFE, n'avaient pas forcément l'habitude de se parler ou de travailler. Donc, c'est à ce titre-là que le sujet nous a aussi intéressés. Et puis qui nécessite pour finalement une mise en œuvre qui soit à la fois peut-être juste, acceptable et efficace, notamment en termes d'objectifs de santé publique, qui nécessite de travailler sur des dispositifs et des approches peut-être nouvelles. Parmi elles, on va parler aujourd'hui uniquement du sujet le guichet unique. C'est pas nous qui l'avons mis sur la table, vous le savez. Il y a une forme de consensus. C'est étonnant sur le sujet des ZFE de parler de consensus. Il y a une forme de consensus malgré tout de beaucoup d'acteurs pour dire il y a besoin d'y voir de mieux accompagner les individus ou les professionnels dans la mise en œuvre des ZFE. Et la logique de guichet unique, elle fait consensus au sens où tout le monde en parle. C'est-à-dire que vous savez que le rapport flash parlementaire de l'automne dernier le mettait fortement en avant. Le très récent rapport sénatorial, la mission sénatoriale le met aussi en avant parmi les 8 mesures, donc c'est quand même assez significatif. Beaucoup de collectivités y travaillent d'ores et déjà, ou ont prévu d'y travailler et l'annoncent comme telle. Donc il y a une forme de consensus sur le fait qu'il faut une forme de guichet unique, que ça répond à un objectif d'accompagnement visible pour les usagers. Ça répond aussi à un constat qui est largement partagé que globalement, non seulement les ZFE elles-mêmes sont peu lisibles, mais la manière dont l'action publique se déploie parfois de manière conséquente pour aider les individus et les professionnels, elle est encore moins lisible que les ZFE, voire juste absolument. Alors c'est lié à plein de facteurs que vous connaissez bien, je pense. C'est lié au fait que il y a plusieurs acteurs publics qui cherchent à se coordonner entre eux, qu'il y a aussi parfois des dispositifs publics-privés qui peuvent contribuer à ça. On peut avoir des choses autour des C2E, par exemple, qui peuvent contribuer au financement de nouvelles mobilités, de reports modal, d'alternatives. Et tout ça rend les choses très très peu lisibles. C'est assez comparable finalement à ce qu'on peut trouver dans la matière de la transition énergétique autour du bâtiment, de la rénovation des bâtiments, où finalement, voilà, il y a aussi un rapport récent de la Défenseure des droits qui illustrait que sur la partie rénovation énergétique des bâtiments, finalement, un facteur d'inefficacité et de non-accès à la rénovation énergétique, c'est tout simplement que les dispositifs autour notamment de ma prime rénov sont tout simplement inaccessibles ou trop complexes et finalement en termes d'outillage simplement, sans parler même du fond parce qu'il y a pour le coup vraiment des financements, il y a des dispositifs en place, c'est pas forcément ça qui est critiqué, c'est simplement qu'à la fois il y en a beaucoup qui sont pas forcément coordonnés et que la tentative actuelle de coordination est très largement insuffisante au point que ce soit la défenseur des droits qui considère que ça pose problème. Et quelque part, sur les ZFE, on est dans une situation potentiellement du même ordre. Si les ZFE se mettent en œuvre réellement, pour l'instant, on va dire balbutiant, la question de comment sont accompagnées voilà, les personnes et les entreprises ou les professionnels va se poser pareillement avec une dimension plus peut-être locale propre aux ZFE qui ne fait que rajouter une couche de complexité. Donc ça, c'est vraiment le contexte qui fait que quelque part, tout le monde se dit qu'il faut un guichet unique ou des guichets uniques, d'ailleurs, puis notamment la vision des sénateurs, à une échelle régionale ou locale. Pour autant, il y a très peu de
de véritables guichets uniques. Et de notre point de vue, ce qui aujourd'hui est présenté comme des guichets uniques sont des premières étapes intéressantes, mais qui sont loin de remplir finalement l'objectif qu'on pourrait assigner à des guichets uniques, en tout cas tel que nous, on en a perçu le besoin jusqu'ici. Plus concrètement, notre manière d'aborder un guichet unique, c'est d'une part de partir. Alors, le premier périmètre, c'est peut-être celui d'ailleurs, sur lequel vous êtes venu aujourd'hui. C'est finalement le guichet unique aide à l'achat pour renouveler un véhicule dans le contexte d'une ZFE, ce qui est, avec comme exemple, qui est souvent pris, qui est le dispositif en place sur la métropole du Grand Paris, où il y a une forme d'unification du dispositif national de prime à la conversion, avec un accompagnement au niveau de la métropole aussi qui vient abonder sur la prime à la conversion sous condition. Il y a un dispositif unifié qui a été créé, qui permet effectivement de faire une seule demande pour ce dispositif, si je ne me trompe pas. En revanche, ce guichet unique, le premier niveau de guichet unique, ne couvre pas tout un tas d'autres sujets. C'est-à-dire que un habitant de la métropole peut effectivement avoir une simplification pour un renouvellement éventuel de véhicule ou un changement de véhicule. Mais tous les autres sujets qui peuvent contribuer à la fois l'acceptation et le fait de s'adapter à une mise en œuvre d'une ZFE ne sont pas présents sur ce guichet. Donc, ça peut être l'acquisition d'autres types de véhicules, ça peut être des aides au report modal, l'accès au transport public en particulier, mais ça peut être aussi il y a l'accès aux dispositifs illégaux, l'accès à tout autre service de mobilité, notamment covoiturage. Tous ces dispositifs qui sont existants, qui sont financés par l'argent public ou cofinance ou sous d'autres formes comme le C2E, ça peut être le cas pour les aides au covoiturage, avec la prime covoiturage. En Ile-de-France, dans cet exemple de la métropole du Grand Paris, vous allez avoir à la fois sur le covoiturage des aides directes d'Île-de-France Mobilité qui financent des trajets. Vous avez l'aide nationale prime covoiturage qui est financée via des C2E. Et tous ces dispositifs qui potentiellement concourent vraiment à la mise en œuvre de la ZFE, puisque c'est des alternatives au fait d'utiliser ma propre voiture qui peut-être n'a plus une vignette éligible. C'est pas aujourd'hui encore quelque chose qui est présenté de manière complète et rendu disponible de manière complète pour les utilisateurs, ce qui fait que l'utilisateur, voilà, il se retrouve avec une multitude de guichets, de dispositifs très très variés, et on leur demande parfois la même chose, mais pas forcément de la même façon et pas au même endroit. Et puis, il y a des choses qui peuvent être quand même hors d'un guichet unique ZFE, c'est-à-dire que des dispositifs d'accompagnement ou d'aide publique en matière de mobilité, il y en a énormément qui peuvent poursuivre vraiment d'autres objectifs que des objectifs propres au contexte des ZFE. Donc, on peut imaginer qu'un guichet unique n'a pas forcément vocation à rendre compte de l'ensemble de la tarification sociale, de l'ensemble des aides publiques, de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, mais qui soit quand même focalisé sur un périmètre où la collectivité considère que voilà, l'ensemble de ces dispositifs concourent à accompagner les ZFE. Il y a des choses qui sont en dehors de ce périmètre et qui, du coup, n'ont pas forcément vocation à se retrouver ou à être présentées dans un guichet unique. Ça, c'est un choix qui peut être fait, il nous semble, ne serait-ce que pour la clarté et la lisibilité de l'accompagnement. Donc ça, c'est selon nous finalement une approche en tout cas des guichets uniques. Peut-être on peut d'ailleurs faire une petite pause à ce stade pour peut-être voilà, des réactions, des questions, comment vous percevez le périmètre d'un guichet unique, la cible en tout cas. Par exemple, alors je ne sais pas qui est connecté ce matin finalement, mais est-ce que des réactions peut-être côté Grand Paris ou pour d'autres collectivités qui travaillent déjà sur des guichets uniques, sur quel type de périmètre vous visez aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment le renouvellement véhicule? Est-ce que c'est de couvrir au-delà et justement quel périmètre exactement? Je ne sais pas si soit via le chat ou directement par une prise de parole, peut-être quelqu'un veut réagir, poser une question sur ce sujet-là spécifique. Qu'est-ce qui vous semblait le bon périmètre pour un guichet unique de ZFE?
Sinon, on prendra d'autres questions tout à l'heure. Je laisse le chat ouvert pour surveiller d'éventuelles sollicitations. Et du coup, je vais poursuivre sur l'étape suivante. Donc, ça, il y a, voilà, il y a cette première question hein, qui est celle de périmètre d'un guichet unique. Il nous semble que c'est important d'avoir une vision globale si on veut vraiment bien accompagner les habitants comme les professionnels sur un territoire. Et ça, c'est un premier défi en tant que tel, puis qu'on va approfondir, puisque finalement, dire qu'on a un périmètre qui concerne plusieurs modes de transport, du report modal, du renouvellement de véhicules ou de l'acquisition de véhicules, ça pointe vers une multitude d'acteurs publics comme privés assez importante et qui potentiellement vient créer une difficulté pour mettre en œuvre un guichet unique. Pour nous, il y a 3 composants un peu fondamentaux d'un guichet unique qui ressortent des besoins qu'on a entendus, aussi bien de la part de collectivités, mais aussi d'opérateurs de mobilité, de représentants d'usagers. 3 composants qu'on voudrait un peu vous soumettre et sur lesquels vous faire réagir. Le premier qui paraît être relativement évident, c'est la question de l'information. C'est-à-dire dans un guichet unique, par définition, ça tend à trouver, on va dire de la bonne information, bien sûr, de l'information à jour, toute l'information, ou au moins toute l'information sur le périmètre, sur un périmètre cohérent. Et idéalement, c'est une information personnalisée, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a une très grande diversité de dispositifs qui sont souvent aussi ciblés, et c'est un souhait de quelque part que les dispositifs soient aussi ciblés sur les besoins des personnes en fonction des profils. Ça veut dire que si on me présente toute l'information, je vais juste être noyé, moi, utilisateur, puisqu'on va me présenter de l'information à destination des étudiants, je ne le suis plus, à destination de seniors, je ne le suis pas encore, à destination d'actifs, je suis peut-être concerné, destination de personnes avec des profils particuliers, peut-être bénéficiaires du RSA, ou personnes au chômage, personnes à mobilité réduite, etc. Donc, si on présente tout, ça risque d'être compliqué pour moi d'en faire quelque chose. Donc, c'est important la notion voilà, de personnalisation. Dans l'information, ce qu'on évoquait tout à l'heure, il me semble qu'il y a une dimension. Il y a des dispositifs spécifiques qui sont créés pour les ZFE, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Il y a aussi finalement plein de dispositifs existants ou d'aides existantes qui ont un rôle à jouer dans l'accompagnement des ZFE. Que ce soit des choses autour du transport public, des choses autour des aides au vélo cargo notamment, vélo électrique. Il y a quantité de dispositifs qui ont un rôle à jouer, en particulier s'ils sont présentés dans ce contexte-là et de manière cohérente, ils peuvent acquérir une force nouvelle. Être la source d'information pour le guichet unique, ça peut être une référence unique, mais on va voir après que c'est peut-être pas, il y a peut-être pas un canal unique de diffusion de cette information. C'est pas parce que on centralise le fait d'avoir la bonne information qu'il faut qu'il y ait un seul vecteur, c'est un seul site web, par exemple, ou une seule application qui diffuse l'information du guichet unique. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment être discuté, notamment parce que d'abord, on a plusieurs collectivités et plusieurs acteurs publics impliqués qui peuvent avoir besoin tous de diffuser de l'information, chacune à leur façon, par rapport à justement à leurs compétences. Et puis, on peut avoir aussi le besoin de toucher les utilisateurs par des canaux variés en fonction du contexte. Peut-être qu'on ne parle pas à un automobiliste du quotidien de la même façon qu'on parle à un usager quelqu'un qui a déjà un abonnement de transport public, même s'il utilise aussi sa voiture. Enfin voilà. Peut-être qu'on ne parle pas d'ailleurs à un étudiant de la même façon qui peut-être arrive là au mois de juillet, août sur une ville et qui du coup n'est pas un habitué du territoire. Voilà. Donc il y a peut-être des canaux différents et c'est peut-être à prendre en compte dans un guichet unique et rendre cela possible, ça peut être aussi un facteur de succès. Ce qui va avec, si on s'arrête à l'information, bon voilà, la difficulté, honnêtement, ce serait déjà pas mal hein, parce que, encore une fois, aujourd'hui, de la formation à la fois de qualité, ciblée, bien présentée, c'est quelque chose qui manque. Mais d'un autre côté, un utilisateur qui, par exemple, pourrait faire l'acquisition d'un vélo cargo électrique pour des trajets du quotidien, notamment familiaux, conduite d'école, ce genre de choses, pour éviter le recours à la voiture,
Et ben, typiquement, aujourd'hui, le processus, il est complexe. Vous avez éventuellement des aides nationales, vous avez des aides à la gestion d'une communauté d'agglomération, vous avez parfois des aides communales qui peuvent se rajouter. Vous pouvez même avoir éventuellement des dispositifs tiers financés par des C2E qui pourraient être d'actualité. Et le traitement de tout ça, il est très compliqué. Bien sûr, vous avez la même chose sur les véhicules électriques, et c'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité non seulement bah, de faire sa demande et de faire le traitement de mes dossiers à un seul endroit et pas dans 4 endroits différents, avec une logique de dites-le nous une fois qui, quelque part, se généralise dans les administrations, pas que les administrations centrales. Et finalement, me demander 4 dossiers, on me demande peut-être 4 fois le même justificatif. Ou alors on me demande 4 fois de justifier de mon identité, de qui je suis ou de mon adresse. C'est loin d'être idéal. C'est un motif de non-recours bien documenté dans tous les domaines. Et au-delà du non-recours, c'est une perception de complexité et pour les utilisateurs ou les professionnels qui est assez problématique. On peut y ajouter, idéalement, pourquoi pas aller vers des demandes unifiées, c'est-à-dire dans l'exemple du vélo ou de la voiture, et c'est ce qui commence à être mis en œuvre sur certains guichets uniques, hein, c'est peut-être faire, même s'il y a plusieurs financeurs, est-ce qu'on ne peut pas avoir à un moment donné, moi je fais un seul dossier en tant que bénéficiaire et j'ai plusieurs cofinanceurs à différents titres qui vont pouvoir traiter le dossier et m'accorder des cofinancements. Et puis le dernier sujet qui renvoie d'ailleurs à la contribution d'acteurs tiers, c'est la question de l'avance de frais ou non. Qu'est-ce qui peut être fait en la matière? C'est un point sur lequel, qu'ont relevé les sénateurs et sur lequel ils ont mis l'accent en disant c'est une dimension importante, hein. Ils ont pointé ça, hein, c'est aussi parce que beaucoup d'associations notamment ont pointé du doigt que c'était un sujet important. Si je dois avancer pour l'achat d'un véhicule, que ce soit, on va dire, une voiture, ou que ce soit même un vélo électrique, ou que ce soit pour recourir à d'autres services, par exemple, on a des échanges. Nous, on travaille avec des employeurs euh, qui font du FMT, qui accompagnent voilà, leurs employés, qui nous disent parfois, même sur le transport public, sur l'abonnement transport public mensuel, pour nos agents, pour nos employés, avancer 40 € alors qu'il y a une prise en charge employeur de moins 20 €, s'ils peuvent ne pas avancer les 20 € qui sont pris en charge par l'employeur, pour eux, c'est quelque chose qui compte. Enfin, ça a une importance, c'est pas négligeable. Parfois, parfois, il peut y avoir des délais d'1 ou 2 mois dans le remboursement pour diverses raisons administratives. Ce qui fait que c'est déjà quelque chose d'important. Alors bien sûr, sur l'acquisition d'un véhicule, c'est encore bien plus important. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être traité progressivement dans un guichet unique, parce que c'est ce qui fait que une partie, en tout cas, des bénéficiaires vont réellement pouvoir bénéficier des dispositifs s'ils n'ont pas besoin de faire les avances de fonds. Et si ça peut passer en s'appuyant éventuellement sur des tiers, ça peut être effectivement les commerçants, ceux qui vendent les véhicules, par exemple, mais encore faut-il leur en donner les moyens. Le troisième sujet qui nous paraît important, on pourrait s'arrêter à information et finalement traitement de dossiers d'aide déjà unifiés, mais ce qu'on voit là, à la fois en termes de diffusion de l'information, mais aussi de pouvoir aller loin dans le traitement de dossiers, non seulement de manière uniformisée, mais avec le concours éventuellement parfois d'acteurs privés, par exemple des concessionnaires automobiles, des vendeurs de vélos, mais aussi des opérateurs de covoiturage ou des employeurs. C'est qu'il faut avoir peut-être une approche ouverte du guichet unique. Ce qui est pas forcément simple, puisque derrière le terme guichet unique, on pense à quelque chose de relativement centralisé. En tout cas, c'est pour être, comme c'est unique, on se dit tiens, ça doit être centralisé. Pour l'information, on voit bien qu'il y a un besoin quand même de diffuser l'information par différents acteurs, ne serait-ce que différents acteurs publics. À une échelle régionale, ça a besoin d'être consolidé. Encore les sénateurs aussi pointent cet aspect-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une métropole va pas avoir besoin de communiquer, à la fois pour ses habitants ou pour tous les usagers de la métropole, qui ne sont pas forcément habitants, mais qui viennent par exemple y travailler au quotidien, a besoin d'avoir une communication qui lui est propre et quelque part pouvoir décliner le guichet unique à sa façon. Donc peut-être que derrière, il y a une référence, une infrastructure, il y a une référence unique pour l'information, mais il y a besoin de la diffuser dans différentes applications de la collectivité, que ce soit des sites web,
des applications mobiles. Je pense notamment à des applications de type masse que développent en particulier les métropoles. On a des exemples de ça, notamment à Mulhouse, où Mulhouse qui a lancé la deuxième version de son application multimodale à l'automne dernier, intègre dans un premier niveau finalement, enfin intègre les dispositifs d'aide locaux dans son application masse et rend l'information disponible pour les utilisateurs et rend possible aussi de la souscription d'aide directement dans l'application masse, quand bien même ce sont des dispositifs qui en fait relèvent des employeurs, parce que ça peut être du FMD. Donc en fait, les partenaires de la collectivité là-dessus, qui sont des employeurs, les employeurs qui le souhaitent, ont la possibilité typiquement de rendre ça disponible directement dans l'application de la collectivité. Donc l'application de la collectivité, elle devient connectée finalement à des acteurs privés. Elle diffuse auprès de partenaires privés à la fois de l'information, mais éventuellement capacité à traiter des aides. Il y a aussi un sujet sur les outils existants, dans le sens où beaucoup de dispositifs d'aide publique disposent déjà de leur propre système d'information pour être gérés. Et la mise en place d'un guichet unique peut se heurter à une difficulté qui est, en gros, soit un guichet unique peut-être remplace des dispositifs, des systèmes d'information existants, mais dans un premier temps, c'est assez peu réaliste, voire souhaitable. Et il y a la question de comment plutôt se connecter à des sites existants qui parfois ont été prévus pour, mais parfois ne l'ont pas été. Donc ça pose une diversité de problèmes et de configurations, mais qui font aussi le succès ou non d'un guichet unique. Parce que si on veut pouvoir proposer un parcours de demande d'aide en un seul endroit, il faut arriver à traiter cette question de comment finalement les dispositifs existants se raccrochent les uns aux autres d'une façon ou d'une autre. Et enfin, dans l'ouverture, donc il y a les applications de la collectivité, mais justement les tiers partenaires peuvent être des tiers privés, que ce soit des opérateurs de mobilité, que ce soit des employeurs du territoire notamment, ou alors ça peut être aussi des sous-traitants ou des partenaires privés qui diffusent de l'information locale. Je pense à des dispositifs comme Orange dans ma poche, si je ne me trompe pas, qui peut être, je fais une erreur sur le nom, mais je sais que la métropole de Nantes et Orange ont un dispositif, enfin, une application commune fournie par Orange, par une filiale d'Orange, qui est Nantes dans ma poche, quelque chose comme ça, et donc il fournit de l'information à Nantes, très diverse sur différents services de la collectivité, et l'information locale. Et typiquement, peut être un vecteur de diffusion, voilà, accompagnement ZFE, quels sont les dispositifs accessibles en fonction du profil. Ce type d'application qui peuvent déjà avoir une audience large peut permettre une information efficace au plus proche des usagers. Et rendre ça possible techniquement, ça peut être aussi un facteur de succès pour un guichet unique. Et plus globalement, bien sûr, pour l'accompagnement des usagers ZFE. Voilà comment on aborde les choses, comment on les aborde aussi fruit de pas mal d'entretiens divers et variés avec des collectivités, des opérateurs. Je ne sais pas s'il y a des réactions ou si c'est toujours assez calme dans le chat, genre qu'il n'y a pas forcément pour l'instant de réaction, mais c'était comme le bon moment de faire une pause, puisque finalement, et d'ouvrir en tout cas la conversation. Je veux bien réagir, oui. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous présenter, enfin dire qui vous êtes et d'où vous venez. Donc, Étienne Excusez-moi, Alexandre. Chauffour, Que tout le monde connaît du directeur coup. des mobilités à France Urbaine. Je pense que la question du guichet unique a été posée depuis longtemps, en fait. Elle a été posée par les territoires, mais peut-être pas sous un angle aussi large que celui qui vient d'être exprimé, et pas non plus sur le principe d'un guichet unique national. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur auquel on est confronté, c'est un problème de non-recours. Dans les ZFE existantes, on a près de la moitié des personnes qui devraient bénéficier des aides qui ne les sollicitent pas. Pour quelles raisons? C'est à la fois assez général dans les aides sociales, c'est encore plus spécifique pour les ZFE parce que c'est un sujet nouveau, que ce n'est pas aussi vital que se nourrir, se loger ou se chauffer, et que par ailleurs le lien État, enfin
national métropole n'est pas évident. Nous, on est clairement favorable à un guichet unique d'aide, mais des aides dans les territoires qui mettent en place les ZFE. Alors là aussi, deux raisons à cela. La première raison, c'est que c'est beaucoup plus facile pour l'habitant. Ça permet, y compris, de mettre en œuvre ce guichet unique avec des modalités qui ne sont pas des modalités de bureaucratie, de bureau bleu, blanc, rouge, etc., mais de le faire avec des permanences mobilité dans les quartiers HLM, etc., de simplifier. Et puis, ça permet également, par la logique de guichet unique, d'avoir une raison de compléter les aides. Parce que si on parle que des aides de l'État, les aides de l'État sont très faibles et elles ne permettent pas d'aborder les ZFE. En revanche, si on veut que le territoire de ZFE, que la région concernée, que le territoire voisin complète les aides, il faut que globalement, il en ait une forme d'affichage. Enfin, c'est également un élément de cohérence. À partir du moment où les ZFE sont un choix de décentralisation, hein, ça a été confié au territoire, ce serait un peu incohérent de dire le guichet unique doit rester national. Sur l'information, on est plus sceptique. Il faudra de toute façon des vecteurs d'information nationaux, mais aujourd'hui, l'information ZFE, enfin, on le voit bien sur les premiers projets, si c'est une information pour dire les ZFE existent, c'est génial, allez-y, ça ne marchera pas mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire on va améliorer la santé publique, tout le monde est d'accord. Dire on va accepter de changer notre voiture alors qu'on n'en a pas les moyens, plus personne ne l'est. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice et la communication ne va pas être une communication sur le principe des ZFE. La communication va être une communication sur comment la ZFE peut être acceptable, comment la ZFE peut passer par moi sans que pour autant ça ne crée encore plus de tensions sociales, de tensions territoriales, etc. Aujourd'hui, les mobilités sont un des phénomènes d'exclusion les plus importants. Donc, plus sceptique sur la communication, d'autant que je crains que là aussi on se perde un tout petit peu entre cette explication va s'adresser aux retraités, aux étudiants, etc., alors que les décisions vont être locales. Par exemple, les passes mobilité, je ne sais pas, 52 passes par an, par exemple, tel que c'est proposé à Lyon ou je ne sais pas combien à Strasbourg, dépendent des initiatives locales. Et c'est là-dessus qu'il faut communiquer. Dans les rapports du Sénat et de l'Assemblée, enfin la mission Flash comme le rapport Tabarot, c'est à ça qu'il faisait référence d'ailleurs, hein, parce qu'on a été auditionné, on a beaucoup débattu, c'est à ça qu'il faisait référence. Après, le dites-le nous une fois, je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de typologies d'aide. Mais encore une fois, le terme d'aide est un terme parfois qui ne relève pas vraiment de l'aide. C'est-à-dire qu'en gros, on va aider le constructeur à dire si vous vendez un véhicule électrique, vous le vendrez moins cher parce que vous aurez deux types d'aides qui vont vous permettre de diminuer le prix. L'habitant, il n'est pas du tout informé que c'est une aide et à plus forte raison d'où elle vient. Alors que globalement, ce n'est pas une aide à l'activité économique, c'est une aide à l'habitant qui devra subir la ZFE. Enfin, dernier motif du guichet unique est plutôt local, c'est que ça s'inscrit également dans une logique de communication sur les plans B. Aujourd'hui, les plans B en termes de mobilité, et notamment pour les territoires qui sont pas les territoires de centre-ville, qui sont plutôt les territoires voisins, à une trentaine de kilomètres de la ZFE, qui vont être les plus impactés, parce qu'ils vont à la fois subir la ZFE et en plus, ils n'ont pas de solution alternative de mobilité. Il faut qu'on arrive à proposer des solutions de mobilité, que ce soit bus express, que ce soit convention de covoiturage, déclinaison du plan vélo, qui à chaque fois seront des solutions locales. Donc notre réflexion tourne plutôt autour de ça
après, excusez-moi si j'étais un peu long. Le dernier élément, c'est que déjà mettre en place un guichet unique local, c'est pas évident. Mettre en place un guichet unique national, j'ai peur que on mette autant de temps pour le contrôle sanction automatisé, c'est-à-dire qu'on décide une ZFE et qu'on perde 4 ans pour le contrôle sanction. Euh, Merci Étienne, parce que c'est de cette position à la fois très cohérente et très complète, qui met le doigt sur quelque chose que j'ai pas assez précisé, c'est que la manière en tout cas dont nous on aborde les choses, elle est exactement celle que vous décrivez sur le fait que, on part du principe que des guichets uniques qui sont locaux à l'échelle d'une ZFE, voire à l'échelle régionale, s'il peut y avoir une forme de coordination comme l'évoquait les sénateurs, mais qu'un guichet unique, il doit se construire à l'échelle locale et il doit être piloté, mis en œuvre par la collectivité en fait. En tout cas, on est parti de ce principe-là. Pour moi, je pense pas qu'il y aura de guichet unique national, ou je ne sais pas très bien ce qu'il voudrait dire, vu que les ZFE sont effectivement mises en œuvre localement avec des modalités différentes. Donc ce qu'on évoque là, en tout cas, c'est effectivement comment une métropole, une communauté d'agglomération, ou Après, une collectivité locale peut mettre en place un la guichet unique. question Ouais. régionale peut se poser, mais je crois qu'il faut là aussi qu'on ait une cohérence. La ZFE est mise en place dans un territoire intercommunal. Mm. Sortir de ce qui est lisible pour l'habitant, de dire ça va se coordonner au plan régional, on peut, pourquoi Oui. pas le faire en plus. Il y a un domaine dans lequel ça peut avoir de l'intérêt, c'est le domaine de la logistique et de l'activité économique. Parce qu'effectivement, on dépasse le niveau Mm. territorial, on est même dans l'interrégional. Donc peut-être qu'il faudra avoir une réflexion. Est-ce que cette réflexion doit se faire en termes d'échelon géographique ou avec les acteurs spécialisés? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à Mm. ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, partage peut-être d'expérience aussi sur ce sujet-là? Après, s'il nous reste un peu de temps, je pourrais parler de comment on a la possibilité, nous, de fournir des outils à des collectivités qui souhaiteraient mettre en place des guichets ZFE, des guichets uniques. Mais je pense que le plus important, c'est aussi d'échanger plutôt sur ce que peut être un guichet unique. Frédéric, tu évoquais les conseillers Il y a, il mobilité, y a ce Monsieur qu'évoquait Étienne. Vernier Ouais. qui a Mm. essayé de prendre la parole, je Ah, crois. Il fait d'accord. des petits Est-ce que le signes son depuis tout à l'heure. fonctionne? Ah, désolé. Ouais. Et faut hésiter à appuyer sur le bouton lever la main comme ça, parce Par que je vous contre, entends. on ne Et vous surtout, on entend vous pas. entend pas. C'est peut-être ça le problème aussi. Ouais, C'est que quand je vous entends pas, je vous avais pas vu. ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a peut-être un problème de réglage du son. C'est bien votre casque qui est activé pour Ce la qu'on- sortie son. En tout cas, Est-ce que dès ça que le son. Ah, Ah, en ça y est, voilà. ouais, ça y est. ah d'accord. Désolé. Ok. Merci. Oui, non, Bienvenue. non, ça faisait que, quelques secondes que j'ai essayé d'intervenir. D'accord. Merci, donc Gaëtan Vernier, Égis, et j'accompagne la métropole du Grand Paris, Oui. justement, pour ces sujets de façon globale, de faire évoluer les mesures d'accompagnement, des publics dans le cadre de la ZFE. Donc c'est un sujet qu'on suit de près, bien sûr, le guichet unique. Mhm. Comme vous le savez, la métropole, a déjà mis en place un guichet unique, restreint, au sujet des aides à la conversion de véhicules avec, les aides de l'État. Mais du coup, c'est l'ASP qui, instruit, les demandes, des métropolitains, pour à la fois y appliquer, la prime à la conversion de l'État et les aides de métropole rôle propre, donc de la métropole. Et c'est à la fois un vrai gain, puisque les métropolitains n'ont qu'à faire, justement une fois, la demande, et en même temps une source de rigidité, hein, puisque l'ASP, peut être aussi, avoir des critères, spécifiques, et du coup les barèmes de la métropole peuvent pas totalement y déroger, hein. Il faut qu'il y ait, un certain nombre de critères communs, sinon l'ASP, va pas forcément accepter de les instruire, et et du coup, ça veut dire que les demandes doivent être, adressées, sur le site de l'État, de la prime à la conversion, et donc finalement ce qui est un atout réel pour les métropolitains, dès lors qu'on réfléchit à un guichet unique élargi, plus souple, et puis surtout élargi à d'autres aides, que la prime à la conversion, véhicule propre.
on s'interroge un peu sur la façon de faire, dans le sens où il faudrait sortir de ce guichet unique avec l'État, parce que l'ASP n'a pas vocation à instruire d'autres aides que la prime à la conversion. Et donc d'avoir un portail peut-être local, mais ce qui, encore une fois, nécessiterait, si on veut garder l'intérêt d'une demande unique pour les aides à la conversion de véhicules, que ce guichet unique local soit, on va dire, accepté par l'ASP comme porte d'entrée pour aussi adresser les demandes prime à la conversion de l'État. Je ne sais pas si je suis clair, mais Si, voilà, si. on a Enfin, en tout cas pour moi, mais cette première victoire qui, en même temps, est un peu contraignante si on veut aller plus loin. je pense que moi, je trouve ça très bien que sur cette partie véhicule, enfin, que ça ait pu être mis en œuvre, parce que c'est comme tu évoquais, ça a un gain pour l'usager. Après, pour aller plus loin, puisqu'on sort d'un périmètre ASP, ce qui pourrait s'envisager, c'est de se dire que le guichet unique local, enfin métropolitain en l'occurrence, il pourrait être, à la fois être un portail, effectivement, un site web ou intégré dans un site web existant ou un site web dédié, et que la partie guichet unique, en termes de machinerie, se connecte à l'ASP pour la partie une aide pour un véhicule. Ça suppose que l'ASP a des API, mais je pense qu'ils en ont. Et ensuite, les autres aides seraient traitées de manière ad hoc en fonction des aides et c'est ce que j'évoquais dans l'approche ouverte, dans le besoin de se connecter sur les outils existants. Alors, je pense que l'ASP, c'est potentiellement un peu plus facile dans la mesure où je pense qu'ils ont si je peux comprendre qu'ils ont quand même des API. Et que du coup, alors que parfois, il y a des outils auxquels on a pu être confrontés qui, à la limite, s'ils n'ont pas l'API, ils n'ont pas d'interface, c'est plus compliqué parce que du coup, si l'interface n'existe pas, ça devient un problème. Et quelque part, un guichet unique métropolitain, il pourrait, en termes de machinerie, être connecté au dispositif ASP pour la partie véhicule, être connecté d'autres dispositifs. Alors, il se trouve que en Ile-de-France, on commence à le faire avec IDFM. Enfin, on a un partenariat qui permet, on a déjà une intégration, par exemple, à l'application d'IDFM, donc ça peut être le genre de choses qui peut être intéressante, mais qui est utilisée aujourd'hui que par des employeurs. Et ensuite, faire en sorte, justement, c'est le deuxième point dans l'approche ouverte, c'est les applications de la collectivité, c'est effectivement le site web local, finalement, le site guichet unique, on va dire, Métropole Grand Paris, enfin, qui aujourd'hui existe un petit peu, enfin, c'est par là qu'on va, puis après, on est redirigé, et qui, lui, en fait, est construit comme veut la collectivité, et quelque part, c'est un site web, quoi. Par contre, il consomme le guichet unique au sens, c'est là où nous, on a tendance à l'appeler comme une infrastructure, c'est-à-dire quelque part, il est en tant que machinerie, il n'est pas visible pour l'utilisateur réellement. Ce que l'utilisateur va voir, à la limite, c'est le site web de la collectivité, parce que autant on pourrait d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté volontairement le site que nous, on a contre mobilité, parce que justement, il est national, il peut tout présenter. En revanche, quand on travaille avec Mulhouse, ce qu'on fait depuis bientôt un an, à Mulhouse, en fait, c'est directement l'application mobile de Mulhouse qui présente le dispositif. Je crois que j'ai une capture d'écran, même si elle n'est pas très belle, qui en fait, les utilisateurs à Mulhouse ne voient pas l'application compte mobilité. En revanche, quand ils sont sur un employeur partenaire, ils sont dans l'application Mulhouse. Et je suis désolé pour la qualité des captures d'écran qui a eu un mauvais passage au copier-coller. Ils sont dans l'application mobile, donc l'application MAS, multimodale de la collectivité, sur laquelle ils voient les horaires de bus, ils achètent des tickets de bus et de vélo. Et ils ont toute la partie connecter mon compte employeur, et après, ils ont l'ensemble des aides qui apparaît, mais c'est dans l'application. Et d'ailleurs, ils voient même les aides de leur employeur. C'est-à-dire leur employeur propose du FMD, mais le support qu'ils utilisent, c'est l'application de la collectivité parce qu'il y a cette forme de partenariat. C'est tout centralisé. Et quelque part, l'application mobile qui est fournie par le fournisseur de la collectivité, en fait, se connecte à nous, au compte mobilité, pour récupérer les informations et les présenter à sa façon. Mais c'est l'interface, la manière de le rendre, et c'est leur maîtrise et c'est leur manière de faire. Là, ils font une application mobile, ils pourraient le faire sur un site web. Ils étaient que sur l'application mobile. Et je pense que ce mode de fonctionnement, et encore une fois, indépendamment de que ce soit avec nous, le compte mobilité qu'on peut avoir, ou pourquoi pas d'autres dispositifs, mais je pense que ça devrait fonctionner comme ça parce que c'est juste le besoin qu'évoquait Étienne à un moment donné, c'est le dispositif de communication, c'est celui de la métropole, en fait. Il faut qu'il soit lisible comme tel
par les utilisateurs, quoi. Après, la machinerie qu'il y a derrière, c'est un sujet qu'on doit traiter nous ensemble, mais c'est pas vraiment un sujet utilisateur, quoi, in fine. Mm. Ou même des professionnels, si on parle des concessionnaires ou autres qui vont justement faire le cofinancement, parce qu'effectivement, l'utilisateur final lui-même va pas forcément faire les demandes. Évidemment, c'est le concessionnaire, le vendeur. Mais pareil, il faut lui fournir les moyens de le faire de manière la plus souple possible. Mhm. Il y avait une question qui, je pense, est plus adressée à vous, Merci. Monsieur Vernier, qu'à moi, sur le coût de traitement du dossier par l'ASP. Enfin, moi, j'aurais la réponse. Je pense que quelqu'un là, à la charge de la collectivité. Je ne sais pas comment ça marche. C'est le J'ai pas modèle la réponse économique de que vous tête, pouvez me reconnaître. mais de mémoire, il y a Peut-être des redemander à coûts l'ASP. fixes, et puis après, il y a un coût effectivement par dossier. Par contre, je ne saurais pas le retrouver. Enfin, je l'ai pas. Mais là, ce qui est particulier, c'est finalement l'ASP prend en charge le traitement du dossier. Donc, en fait, c'est Oui, le traitement aussi voilà. administratif, plus même que le coût technique, quoi. Donc, il faut remplacer quelque part une action qui pourrait être internalisée à la métropole par des agents ou quoi, mais qui, du coup, est Tout à réalisée fait, par ce ouais. service spécialisé, quoi. Et du coup, ce que je comprends, c'est que le compte mobilité, un guichet unique, pourrait tout à fait, ça n'est que le portail et qu'on pourrait, finalement avoir un portail via le site de la Oui, métropole, mais qui oui, permettrait de centraliser les demandes, mais les demandes seraient toujours instruites par, l'ASP aujourd'hui ou un prestataire demain, c'est ça. Île-de-France Mobilité pour les aides vélos. Ça n'est Oui, qu'une interface, oui. Ou par vous en interne, enfin, vous, la ouais, métropole plutôt. ouais, Parce que, ouais. ou- oui, oui, exactement. Ce qui suppose Puisque une coordination étroite quand même avec l'ASP pour que les rubriques enfin que le mode bah, en de saisie de fait, la demande soit on compatible. passerait par leur API, typiquement. Donc, l'API, eux, Ouais, il y a une notion de contrat. Donc, ils disent, bah, pour utiliser notre API, vous devez fournir telle information dans tel format, dans telles conditions, si vous voulez obtenir une réponse. Donc, ça, par définition, que ce soit des données de formulaire ou des pièces, etc. Et alors, peut-être que je peux quand même présenter un peu brièvement, justement, la démarche que nous, on porte, et au-delà d'être en train de produire une étude sur les défauts, on a finalement un peu les mains dans le cambouis d'un outil qui s'appelle MOB, qui a été développé ces 2 dernières années avec le soutien direct d'une part de l'ADEME, du ministère des Transports, plus spécifiquement l'AIT, l'Agence de gestion des transports, et le GARD côté collectivité, donc plutôt les collectivités dans leur rôle d'AOM, parce que le GARD représente plutôt les AOM, et en particulier les AOM surtout métropolitaines, puisque les régions ont aussi leur propre représentation. Ça, c'est les 3 sponsors du programme, qui au départ était un programme C2E jusqu'au début de cette année, qui maintenant est financé par l'ADEME et piloté par la Fabrique des Mobilités en tant que quelque part on est un opérateur de ça. Enfin, on met en œuvre ce programme pour la période jusqu'à 2024 au moins. Mais au départ, il y a vraiment ce portage, notamment ADEME. Alors, je vais excuser ce matin Yann Tréméac de l'ADEME, de la direction mobilité de l'ADEME, qui avait prévu de présenter l'approche de l'ADEME sur le sujet. Pourquoi pourquoi ils soutiennent aussi les guichets uniques de manière générale et pourquoi ils pensent qu'il y a un intérêt à ce que des outils locaux puissent s'appuyer sur des services qui sont mutualisés entre acteurs et cofinancés par l'ADEME en l'occurrence. Du coup, il y a eu une réunion dernière minute hier et qui a été obligé d'annuler, mais ce soutien-là, il est dans la durée de l'ADEME, hein, il remonte déjà à 3 années sur le sujet. Il y a une étroite coordination entre ces 3 acteurs. Le MOB contre mobilité n'a pas été créé spécifiquement pour les ZFE, ce qui peut quand même être un atout dans le sens où d'abord il existe déjà du coup, parce que c'était pas sur la même temporalité que les ZFE. Il procède d'une réflexion globale sur justement les aides publiques ou privées à la mobilité, qui est, avant même la question des ZFE, était déjà un sujet complexe et un souci. Et avec ce besoin de simplifier les démarches, de pouvoir même mettre en œuvre des nouveaux dispositifs d'incitation de manière simple et rapide, notamment pour l'acteur public, sans avoir besoin quelque part de réinventer la poudre à chaque fois ou de réinventer les outils. Traiter de ce sujet-là a amené à traiter tout de suite la question, et c'est pour ça qu'on a appelé dans un premier temps ça le compte mobilité, la notion de l'identité ou du passeport numérique, puisque finalement, à chaque fois qu'on a presque toujours, quand on a un dispositif d'accompagnement d'aide, on a besoin de connaître à qui bénéficie et si la personne satisfait aux conditions. Donc les conditions, ça peut être où est-ce que j'habite, ça peut être mon âge, ça peut être est-ce que je suis
est-ce que je suis au chômage? Est-ce que je suis... voilà, peu importe. Il y a des conditions qui sont déjà souvent mises en œuvre par les collectivités, notamment pour les tarifs sociaux des transports publics, mais c'est la même chose quand on veut bénéficier d'une aide à l'acquisition d'un vélo ou d'un véhicule électrique. Donc, quelque part, la notion de créer des outils utilisables, notamment par les collectivités, pour gérer des aides ou des dispositifs de financement, ça revient aussi à traiter la question de l'identité des bénéficiaires, et notamment dans la logique dites-le nous une fois, à pouvoir stocker ces données de manière sécurisée, sous le contrôle de l'utilisateur, dans le respect du RGPD, et faire la symbiose entre les deux. Donc, du coup, on a les deux en fait, dans l'outil qui est déjà déployé depuis du coup, l'automne dernier dans différents contextes. Hein. J'ai évoqué Mulhouse, là, notamment avec des employeurs. Île-de-France Mobilité sur un périmètre alors, qui est restreint dans le sens où on travaille que avec des employeurs en Île-de-France. Par contre, avec une intégration déjà au système d'information d'Île-de-France Mobilité, ce qui veut dire que, par exemple, un employeur qui fait du remboursement d'abonnement transport, il va pouvoir le faire sur la base de justificatifs d'Île-de-France Mobilité qui sont remontés automatiquement en fait, dans l'application, grâce au fait que justement mon compte MOB va être lié à mon compte Île-de-France Mobilité. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà et qui permettent de simplifier le processus. Et on fait la même chose à Mulhouse, bien sûr. On supporte aussi dans la logique de pouvoir mettre en œuvre rapidement un dispositif public d'accompagnement. La meilleure illustration que j'ai, c'est le dispositif prime covoiturage qui a été décidé et annoncé fin octobre, début novembre de 2022 par l'État, mis en œuvre par exemple, c'est assez compliqué puisque ça repose sur des financements C2E, donc avec des obligés, des opérateurs privés qui, enfin, c'est pas l'argent qui met c'est pas l'État qui met l'argent sur la table, hein, c'est Total et d'autres obligés. Donc un système qui est assez complexe de gestion et finalement un appui, enfin le dispositif en fait s'appuie sur, entre autres, sur MOB, et il s'appuie sur MOB à la fois pour permettre aux opérateurs de covoiturage de gérer toutes les étapes d'attribution d'une aide, de vérification de est-ce que cet utilisateur il a le droit de bénéficier de la prime covoiturage, est-ce que je suis chez Mobicop, est-ce que cet utilisateur n'a pas déjà bénéficié de l'aide avec Blablacar ou un autre opérateur? Donc, toute cette dimension de vérification et de coordination aussi avec d'autres systèmes, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, on fait à la fois les vérifications et on se connecte à d'autres systèmes existants pour récupérer les bonnes informations et faire les bonnes vérifications. Et dans le même temps, on fournit à l'opérateur de covoiturage justement le compte. Et le compte, c'est notamment pour la vérification de l'identité, basé sur France Connect, pour faire le lien entre moi, j'ai un compte chez Mobicop, Ghislain Delaby, est-ce que je suis vraiment Ghislain Delaby, tel que j'existe auprès des impôts, parce que j'existe auprès des impôts, comme beaucoup de Français. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a pu fournir en fait en 2 mois clé en main aux opérateurs de covoiturage pour un lancement qui s'est fait en fait au début de cette année, au début janvier de cette année. Et ça, c'est l'illustration de la flexibilité, d'autant plus que finalement, pour les opérateurs de covoiturage, eux, ils voulaient quelque chose de transparent, quoi. Ils ne voulaient pas renvoyer vers un site web externe et puis les gens sont perdus, ils doivent faire une demande ailleurs pour bénéficier de leur prime covoiturage. Ils voulaient que tout soit intégré à l'application covoiturage et du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils utilisent MOB en arrière-plan. Mais l'utilisateur, il reste toujours chez l'opérateur de covoiturage pour obtenir sa prime covoiturage. Et toutes les étapes, nous, on a des échanges voilà, en arrière-boutique des systèmes d'information. Mais l'utilisateur, lui, il reste chez l'opérateur de covoiturage. Il a un parcours unifié, comme on fait de la même façon qu'on a avec Mulhouse. Hein. On a le même système, on est dans l'application base de Mulhouse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui illustre le fait que c'est faisable, que c'est déjà fait. Pour construire un guichet CDFE, on peut être dans la même logique en fait. Le guichet CDFE, il y a une partie qui est l'interface de la collectivité qu'elle met en œuvre, et elle peut s'appuyer sur une machinerie qui peut être fournie par MOB, qui peut être fournie par un autre acteur qui pourrait peut-être construire le même type de solution. L'intérêt de MOB, c'est que c'est quelque chose qui a vocation à être mutualisé d'ores et déjà entre plusieurs acteurs publics, nationaux, avec des soutiens nationaux, mais aussi qui est utilisé par des acteurs locaux. Il va y avoir des nouvelles collectivités qui vont rejoindre au cours de cette année.
et qui du coup est vraiment au cœur entre des AOM et des collectivités qui ont des besoins, qui permet de connecter les opérateurs de mobilité ou les opérateurs de services. Ça peut être justement les concessionnaires, ça peut être ceux qui vendent des vélos, qui ont besoin justement de réaliser les dossiers de financement. Ça peut être les employeurs, nous savons quelque chose sur lequel on est déjà actif et qu'on va étendre, sur lequel on va aller beaucoup plus loin, notamment ce qu'on est en train de mettre en place avec Mulhouse, c'est une logique de tiers payant pour les employeurs. Donc, un peu comparable à le questionnement sur les ZFE de est-ce qu'on peut faire en sorte que les bénéficiaires n'aient pas avancé l'argent. Bah là, dans le cas de tout ce qui est FMD, de tout ce qui est versement enfin tout ce qui est par employeur des abonnements transport, la logique de tiers payant, c'est de dire que l'usager n'a pas besoin d'avancer ça, pas besoin d'avancer l'argent. Donc il prend un titre mensuel ou annuel et il paye uniquement sa part, et la part employeur, on le gère avec Mob, l'employeur, les opérateurs concernés. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau qui ne se fait pas vraiment, en tout cas pas de manière automatisée, et qui va être déployé à Mulhouse sur la fin de l'année et probablement sur d'autres collectivités assez rapidement aussi. Et qui illustre la manière de faire qui peut être répliquée sur d'autres cas d'usage. D'ailleurs, sur le covoiturage, c'est la même chose. Ces opérateurs de covoiturage, c'est eux qui versent l'argent ensuite à leurs clients. Nous, on ne gère pas l'argent. En revanche, on leur permet d'avoir le dossier complet, y compris pour derrière justifier les choses dans le cas des CVE. Voilà. Donc, notre écosystème, pour terminer, en bref, on a des acteurs publics nationaux qui soutiennent le projet et le financent. On a des employeurs, on a des opérateurs partenaires, on a des collectivités avec lesquelles on travaille déjà, que ce soit au niveau régional comme IDFM ou Mulhouse. Alors, je ne vais pas évoquer le département de l'Aude, c'était moins le sujet aujourd'hui, mais sur lequel on travaille sur des sujets de mobilité inclusive. Et puis, on a des nouveaux territoires avec lesquels on discute, on fait plus que discuter, en fait, avec lesquels on travaille pour des futurs déploiements, soit dès cette année en 2023, soit éventuellement l'année prochaine, plutôt en 2024. Alors, je ne peux pas forcément confirmer ce qu'on fera avec chacun d'entre eux. On est encore en phase de travail et de validation, mais avec les uns et les autres, on mettra en œuvre des choses qui pourraient être des guichets uniques et des feux, mais sinon qui sont plutôt des sujets avec les employeurs et de gestion des aides publiques de manière générale. Et ce que j'évoquais dans un article, je ne sais plus si on vous l'a envoyé, mais qu'on a publié la semaine dernière, le fait qu'il y a du financement ADEME, ça permet d'accompagner des territoires ZFE qui voudraient mettre en œuvre un guichet unique et qui voudraient, ou en tout cas étendre leur guichet unique et qui voudraient s'appuyer sur Mob, de le faire en fait avec au moins un cofinancement, donc avoir dans le détail, mais au moins une part de financement qui est déjà assurée à un niveau national. Donc on est sur une logique d'outils qui sont locaux, qui sont mis en œuvre, de projets qui sont locaux, qui sont portés par la collectivité qui souhaite utiliser le service et le mettre en œuvre sur son territoire en fonction de son besoin à sa façon, avec une infrastructure qui est pour l'instant payée au niveau national, et puis même la mise en œuvre, notamment pour un premier territoire, qui serait prise en charge directement dans le cadre des financements ADEME qu'on a, et à minima, en tout cas, au moins cofinancé par l'ADEME. Donc l'ADEME n'était pas là aujourd'hui pour en parler directement, mais s'il y a des acteurs qui sont intéressés, ça peut être aussi des acteurs privés qui travaillent avec des collectivités. Pour aller plus loin, on peut en rediscuter plus en détail. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir déployer idéalement dès fin 2023 un ou pourquoi pas plusieurs guichets uniques qui soient déjà fonctionnels, avec déjà des vraies choses dedans, dans la mesure où on a déjà, nous, la base, et quelque part, ce qui a besoin de construire derrière, c'est le projet du territoire, et notamment comment ça se diffuse en termes de canaux de diffusion, quel site web, quelle application, quelle connexion avec des dispositifs existants comme l'ASP. C'est ces parties-là qui sont des parties nouvelles à réaliser, mais quelque part, la base technique, elle est déjà présente et rendue disponible pour ceux qui le souhaiteraient. Je vois que l'heure a un peu tourné, qui sont déjà à 10h02. S'il y a une dernière peut-être remarque, question, Frédéric Nicolaïdis, qui est aussi dans l'équipe Fabrique de Mobilité, fait remarquer que l'intérêt du guichet unique, c'est aussi d'aller vers des logiques d'évaluation, d'avoir de la donnée effectivement un peu rassemblée, non, pour les financeurs, et
pour savoir comment ils ont ciblé leur dispositif, comment ils ont été instruits, et peut-être avoir plus de partage d'informations entre financeurs publics, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que quelque part, chaque dispositif a ses propres données dans son coin, qui ne sont pas toujours exploitées d'ailleurs par les acteurs publics. Donc, il y a des opportunités aussi là-dessus qui s'ouvrent pour ceux qui mettent en œuvre des guichets uniques. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière remarque, réaction conclusive, personne qui n'aurait pas pris la parole, mais qui peut-être a envie de partager quelque chose? J'espère que ça a été utile pour vous. On a, en fait, là, on vous rediffusera la présentation qui en fait ne fait que reprendre l'article de synthèse qu'on a publié la semaine dernière. Voilà, s'il y a des acteurs si l'un ou l'autre d'entre vous a envie de poursuivre la discussion, n'hésitez pas à nous contacter directement, soit Charles, soit moi-même. Alors Charles s'est pas présenté dans l'équipe. On a Julie au début qui a fait une introduction. Mais Charles Vaugran, mon collègue, pilote avec moi le programme compte mobilité. Et puis, puisqu'on parle quand même ZFE, voilà, vous rappeler que la semaine prochaine, on publiera ce rapport ZFE auquel vous avez contribué, certains d'entre vous, notamment Étienne Chauffour, et merci encore d'y avoir largement contribué. Et ce sera l'occasion de parler pas uniquement de guichet unique autour des ZFE, puisqu'il n'y a pas que l'aspect numérique qu'il y a à prendre en compte, je pense, en faut. Merci à toutes et tous. On va vous libérer parce qu'il est l'heure. Et puis, sans faute, on vous fera un retour à la fois avec la présentation et des éléments additionnels si besoin. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez poursuivre les échanges. Encore merci beaucoup pour tout ce travail. Merci encore et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.